Bienvenue à Minuit Mystère. Ce soir, un esprit brillant fait face à l'histoire effrayante de la veuve assise au premier banc. Les ombres persistent, les secrets murmurent. Allumez une bougie, installez-vous confortablement et laissez le mystère commencer. La cérémonie n'avait pas encore commencé, mais la femme du vicaire jetait déjà un coup d'œil à sa montre, l'air inquiet de quelqu'un qui croit que le temps lui-même est devenu indolent. À l'intérieur de Sainte Mildred, le parfum de la cire de lavande se mêlait au cuir du recueil de cantiques et à la poussière froide qui ne s'élevait que le dimanche. La lumière matinale filtrait par intermittence à travers les vitraux, projetant le rouge du martyre sur les bancs polis et donnant au pupitre en laiton orné d'un aigle une lueur vaguement menaçante. C'était le 3e dimanche du carême, un temps de réflexion et de retenue, ou du moins de bavardage un peu plus discret, et l'assemblée reprenait sa disposition habituelle, telle des pièces sur un échiquier usé. Madame Simmons, qui portait toujours son chagrin comme un second voile, prit place 2 rangs en arrière de la chaire. Monsieur Denham, instituteur à la retraite et athée incurable, était assis au fond, grincheux, juste pour marquer son point de vue. Les jumeaux Sideways, identiques en tout, hormis leur enthousiasme religieux, chantaient en chœur, un rythme avant tout le monde. Mais le banc de devant, celui le plus proche de la balustrade de l'autel, où la vieille Miss Templeton s'était autrefois agenouillée comme pour marchander avec les anges, ce siège appartenait désormais à la veuve d'Aracott. Personne ne se souvenait vraiment de l'époque où elle avait commencé à s'asseoir là. C'était devenu un fait. Elle était arrivée tôt, comme le gel, et s'était installée dans un silence figé. Des gants noirs, un chapeau cloche en feutre couleur pruneau compoté, et toujours le même manteau au col de velours usé. Certains disaient qu'il avait appartenu à son défunt mari. D'autres, plus méchamment, qu'il avait appartenu à sa première femme. Elle a commencé sans recueil de cantiques. Elle n'a jamais chanté. Mais aujourd'hui, la veuve était en retard. Le silence qui précède un office n'est pas sans rappeler la pause qui précède la rumeur. Plusieurs têtes s'étaient déjà tournées. Madame Finch, chargée d'arranger les fleurs de l'autel, murmura tout à haute voix à l'organiste qu'elle espérait que rien de fâcheux ne se soit produit. L'organiste, homme enclin au silence théâtral, se contenta de hausser les épaules et d'arquer un sourcil, comme si la tragédie était mieux accueillie par une fugue. Miss Marple était assise 3 rangs plus loin, un peu à gauche. Elle l'avait remarqué, bien sûr, comme toujours. Elle avait aperçu la veuve la veille, descendant Church Lane avec cette démarche curieuse, non pas en boitant, mais comme si un côté de son corps essayait de devancer l'autre. Et le chapeau, chose inhabituelle, avait été remplacé par une écharpe, nouée non pas sous le menton, mais bas sur le cou, façon marinière. Comme si la semaine écoulée avait apporté le vent, ou la honte. Il n'était pas rare, à St. Mary Mead, qu'un fidèle manque l'office. Une entorse à la cheville, une bouilloire récalcitrante, voire un visiteur inattendu de Dorking pouvait retarder les fidèles. Mais la veuve d'Aracott n'avait pas de visiteur. Elle n'avait plus de cheville à se fouler, se l'étant cassée à la guerre et mal fixée. Et on disait que sa bouilloire sifflait à la moindre provocation. Pourtant, lorsque le vicaire s'éclaircit enfin la gorge et proposa l'ouverture de collecte, la même que celle qu'il avait utilisée après le vol de Xérès lors du souper des récoltes, nota Miss Marple, les gens retournèrent à leur recueil de cantiques, avec un bruissement de piété réticente. Le service a continué. Nous étions à mi-chemin du 3e hymne, lorsque la porte s'ouvrit en grinçant. Toutes les têtes se tournèrent, non pas par alarme, mais avec ce frisson discret et secret, réservé aux perturbations au sein des rituels sécurisants. Un retardataire, dans un tel endroit où les horlogers régnaient et où la ponctualité était un critère de réputation, cela suffisait à mériter un paragraphe dans les minutes qui suivirent. Mais ce n'était pas la veuve d'Aracott, c'était son locataire. Une jeune femme sans distinction particulière à première vue, portait un élégant manteau beige aux boutons trop grands. Ses joues étaient au rouge comme si elle avait marché vite, mais son regard ne s'excusait pas. Elle se tenait maladroitement au fond, adressa un signe de tête à personne en particulier et se glissa sur le banc du fond. Le tricot de Miss Marple, qu'elle gardait dans son sac à main, non pour l'office, mais pour les moments d'ennui, était resté intact. « Quelque chose clochait », dit-elle. Les épaules de la jeune fille étaient raides. Sa mâchoire crispée suggérait qu'elle avait préparé cette entrée. Non pas pour attirer l'attention, mais pour éviter les soupçons. Et elle avait choisi l'arrière, délibérément, aussi loin que possible de la place habituelle de la veuve. Le reste du service s'est déroulé sans incident. Ce n'est que lorsque la congrégation s'est répandue poliment dans l'air printanier, échangeant des bénédictions et scones pour plus tard, que M. Bletchley, le bedeau,
descend en hâte le chemin de l'église. Il était pâle, essoufflé, et tenait quelque chose dans une main gantée. La porte d'entrée de la maison de la veuve, balbutia-t-il, était entr'ouverte lorsqu'il était passé devant, pour sonner à midi. Il avait frappé, puis est entré. Pas de réponse. Mais à l'intérieur, il avait avalé sa salive et l'avait trouvée. Ne bouge pas. Dans le fauteuil près du feu, toujours dans son manteau, le seau à charbon se renversa. Un recueil de cantiques, fermé et sans inscription, reposait sur ses genoux. Le recueil de cantiques n'avait pas glissé. Il reposait sur la jupe de la veuve, comme posée là délibérément, sa couverture en tissu légèrement brûlée au coin le plus proche de la grille à charbon. Une fine traînée de cendres courait comme un fil gris de la cheminée jusqu'au bord de la chaise, trop fragile pour être le résultat de la panique ou de la violence. M. Bletchley, dont les nerfs s'énervèrent facilement et dont les yeux ne manquèrent de rien, l'avait fixé bien trop longtemps avant de songer à alerter le vicaire. Lorsque le révérend Woolston et Mlle Marple arrivèrent au cottage d'Aracott, il balbutia des excuses et, tandis qu'elle marchait à son rythme habituel, l'agent de police était déjà arrivé. Le jeune agent elfique était rongé par la gêne de ses responsabilités officielles, hésitant entre s'incliner devant la présence de Miss Marple ou faire semblant de ne pas l'avoir remarqué. Bien sûr, elle lui facilita la tâche en le complimentant discrètement sur la façon soignée dont il avait tiré les rideaux. La pièce sentait la laine brûlée et le vieux charbon. La veuve n'avait pas bougé. Ses yeux étaient clos, ses mains posées sagement sur ses genoux, la droite encore gantée. Une tasse froide était posée sur la table à côté d'elle, le bord légèrement taché d'hibiscus rose, ou peut-être de cynorrhodon, bien que Miss Marple ne fit aucune remarque. Une cuillère reposait sur sa soucoupe, pointée vers l'est. Le médecin arriva peu après le docteur Weatherby, prudent et d'une gravité inhabituelle, comme s'il savait déjà que cette scène exigerait plus que les habituels murmures d'arrêt cardiaque. Il examina la scène sans cérémonie. Un léger soupir suivi d'un regard vers Miss Marple, non pas pour chercher une confirmation, mais pour en reconnaître l'inévitable. « Il y a une marque à la base du crâne, dit-il doucement, lorsque l'agent sort pour faire son rapport. Un coup violent, léger, précis, pas récent. Elle était probablement morte avant de basculer. Le reste, j'ose le dire, était arrangé. » Miss Marple hocha la tête, son regard se posant non pas sur le corps, mais sur une épingle à chapeau en laiton posée juste sous le bord du buffet, comme lâchée à la hâte ou jetée de côté. Sa tête incurvée arborait la silhouette d'un chardon, un motif écossais peu courant dans la région. Elle était gauchère, murmura Miss Marple, surtout pour elle-même. Le docteur Weatherby fronça les sourcils. Comment le savoir? Miss Marple ne répondit pas. Son attention s'était portée sur la cheminée, dont les cendres n'avaient pas été enlevées. Parmi les restes pâles, un morceau de papier à moitié brûlé s'enroulait comme un papillon mort. Personne ne s'était encore penché pour le récupérer. Dehors, des voix s'élevèrent. La locataire, la jeune femme du banc du fond, se tenait maintenant près du portail, pâle et immobile. Elle ne s'était pas approchée du cottage, bien qu'elle l'ait visiblement observé. Elle s'appelait, se souvenait Miss Marple, Iris Langley. Elle avait été enlevée environ 6 mois auparavant, suite à la vente inattendue de la maison de ses parents dans le Gloucestershire. Son père était mort de manière incertaine, dans un verger et suite à une chute, bien que l'histoire variait légèrement selon le présentateur. Miss Marple s'avança vers le seuil. L'agent elfique s'éclaircit la gorge mais ne dit rien. Elle fait un signe de tête à la jeune fille à la grille. « Elle a peur, dit-elle doucement, mais pas choquée. Et c'est curieux, non? L'agent a hésité puis a dit qu'elle n'entrait pas. Elle a dit qu'elle attendrait que quelqu'un lui explique ce qui s'était passé. Mais je n'ai pas demandé qui. » Miss Marple esquissa un léger sourire. « Non, parce qu'elle le sait déjà. » La jeune fille la vit arriver et se redressa. Miss Marple remarqua que son manteau avait une petite déchirure juste sous le col, raccommodée avec un fil plus foncé que le tissu. Une couture d'homme ou de femme pressée. Ses mains étaient enfoncées profondément dans ses poches. « Était-ce le cas ?» commença-t-elle, puis hésita. Miss Marple ne dit rien. Elle attendit simplement. Je veux dire, était-ce encore son cœur? Encore une fois. Ce n'était pas une supposition, mais un bouclier. Miss Marple inclina légèrement la tête. Non, ce n'en était pas un. Pendant un instant, la jeune fille resta silencieuse. Puis, soudain immobile, elle regarda, au-delà de Miss Marple, vers la porte fermée. « Je l'ai entendue hier soir, dit-elle doucement. Elle bougeait. Elle ouvrait des tiroirs. D'habitude, elle ne le fait pas si tard. Quelle heure était-il? La voix de Miss Marple était douce comme de la soie. Vers minuit, je crois.
Je lisais. Sa mâchoire s'est crispée, c'est un mur fin. On entend des choses. Elle a prononcé le nom de quelqu'un. J'ai cru qu'elle se parlait à elle-même, ou qu'elle rêvait. Elle faisait ça parfois. Quel nom? Une pause. Puis Geoffrey. Miss Marple ne réagit pas, mais le nom lui traversa l'esprit comme un caillou dans un étang, perturbant de vieilles eaux. Geoffrey d'Aracot est mort pendant la guerre en 1917. Il n'y avait jamais eu de second mari. La veuve avait conservé sa photo dans le salon, à côté d'une horloge en laiton qui ne fonctionnait jamais. Elle l'a dit comme un avertissement, ajouta la fille, ou peut-être comme un adieu. Miss Marple l'observait, ses mains toujours dans ses poches, la distance dans sa voix, l'absence de questions, le poids silencieux de l'attente. À l'intérieur, quelqu'un avait trouvé le morceau de papier brûlé. Il restait un fragment d'écriture, griffonné en diagonale, avec ce qui semblait être de l'encre brune. Juste 3 mots, incomplets, mais suffisants. Elle n'a jamais su. Le papier était cassé entre les doigts du gendarme. Il lut le fragment à voix haute, doucement, comme s'il craignait de déranger quelque chose de plus ancien que la poussière. Miss Marple, après avoir remercié la jeune fille d'un hochement de tête qui signifiait plus que des mots, rentra dans le cottage sans cérémonie. La jeune fille resta près du portail, figée comme une question restée sans réponse. À l'intérieur, le docteur Witherby était parti. Seul l'agent elfique restait, debout près de l'âtre, l'air de quelqu'un qui garde un objet qu'il ne pouvait nommer. Le corps, désormais respectueusement recouvert, avait été déclaré sous enquête, et Miss Marple n'avait aucun statut officiel. Mais à l'époque, elle n'en avait jamais eu. Et pourtant, elle en avait toujours eu. Elle ne savait pas, dit-elle doucement, en regardant à nouveau le bord brûlé du recueil de cantiques. Pas une prière, mais un message, je suppose. Elphick fronça les sourcils. Mais à qui s'adresse ce message? Elle ne répondit pas. Son regard s'était posé sur le plateau à thé près du fauteuil 2 tasses, l'une utilisée, l'autre intacte, mais curieusement placée, légèrement en retrait de la lampe, comme si elle avait été retirée. Pas de rouge à lèvres, pas de traces de lait. Juste un léger croissant de lumière sur le bord. « Je me demande, murmura-t-elle, si la 2e tasse était destinée à être remarquée ou oubliée. » Il suit son regard, sans comprendre. « D'après mon expérience, poursuit-elle doucement, les accidents sont rarement aussi symétriques. Une coupe posée, une cachée, un seau renversé, un recueil de cantiques non marqués. Tout cela est plutôt mis en scène, vous ne trouvez pas? » Il n'y eut aucune réponse, seulement le faible tic-tac de l'horloge sur la cheminée, cassée depuis longtemps, mais qui, d'une certaine manière, faisait maintenant tic-tac, comme si le moment l'exigeait. Miss Marple prend congé peu après. Elle ne se pressa pas, son allure était inchangée par le frémissement de curiosité qui se propageait déjà dans les ruelles. Au coin du marchand de légumes, Mrs. Price Ridley s'était postée telle une sentinelle avec un sac à choux, les yeux plissés, la bouche serrée par l'effort pour ne pas paraître intriguée. Le révérend Woolston, encore rouge d'effort et de remords, raccompagnait sa femme en murmurant. Derrière elle, 2 jeunes filles riaient sans savoir pourquoi. La respectabilité était assiégée et les villageois, ayant de nouveau ressenti le frisson du scandale, s'accrochaient à la routine comme du bois flotté. De retour dans son salon, Miss Marple était assise tranquillement, son tricot intact et son thé refroidissant. Son esprit, cependant, errait dans des couloirs empreints d'une odeur de tissu brûlé et de vieux chagrins. Elle se souvenait d'une fête champêtre 15 ans plus tôt, où Geoffrey d'Aracot avait été évoqué avec révérence par ceux qui ne l'avaient jamais rencontré. Un héros de guerre, disaient-ils. Il avait laissé sa femme veuve avant leur premier Noël. Et pourtant, des murmures s'avaient déjà courus, même à ce moment-là, sur le moment de son départ, sur la nature de ses lettres, rares, formelles et parfois contradictoires. On se souvient souvent vaguement d'un homme mort noblement. Et maintenant, la jeune fille prétendait entendre son nom, prononcé en guise d'adieu. Elle se leva de sa chaise et se dirigea vers le bureau. Du tiroir, elle sortit un mince carnet relié de cuir vert délavé. Il ne contenait aucun secret, seulement des noms, des dates et de petites particularités notées au fil d'années d'observation silencieuse. Une sorte d'almanach mondain, où les compositions de tasses de thé côtoyant les absences aux funérailles et les remplacements aux tables de bridge. Elle tourna les pages jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait, une mention de l'arrivée d'Iris Langley. Arrivée fin octobre. Logée chez Madame d'Aracot, réputée pour son calme. Bon calcul. Port de gants même à l'intérieur.
Pas d'amis visibles. Courrier toujours relevé à des heures indues. Miss Marple ferma le livre avec un léger claquement. Le poste. Elle prit le téléphone et appela la postière, Madame Greensteed, sous prétexte d'avoir besoin d'un timbre pour l'anniversaire d'une nièce. La dame, ravie d'avoir un prétexte pour bavarder, expliqua spontanément que la famille Darracott n'avait reçu que 3 lettres de Cheltenham ces 2 dernières semaines. Ça, ce qui est, aucune manuscrite. Dactylographiée, confirmée. Ces enveloppes fines, vous savez. Et la fille les prenait toujours, jamais la veuve. Miss Marple la remercia et raccrocha lentement le combiné. Donc, correspondance destinée au locataire, arrivant au nom de la propriétaire, ou peut-être adressée de manière suffisamment ambiguë pour que seuls les plus sûrs d'eux puissent le réclamer. Elle aspi la bouilloire en marche, même si elle n'avait pas vraiment l'intention de préparer du thé. Dehors, l'après-midi printanier s'étendait long et doux, mais à St. Mary Mead, la chaleur pouvait être trompeuse. Le rire d'un enfant pouvait masquer la cruauté, tandis que le banc d'une veuve pouvait dissimuler bien plus que le chagrin. Le village ressemblait à cette coupe intacte, délicatement posée, trompeusement emplie de silence. On frappa à sa porte, timidement et maladroitement. C'était Madame Price Ridley, une tarte à la rhubarbe à la main, l'air partagé entre sympathie et espoir. Espoir, bien sûr, d'information plutôt que de réconfort. Miss Marple accueillit tarte et questions avec la même politesse. « Je me demande vraiment, dit la femme, les yeux fixés sur l'horloge, s'il y aura une enquête. Si soudain n'est-ce pas? Pas dans ses habitudes. Toujours aussi ferme sur ses positions, malgré vous, savez. » Miss Marple hocha gravement la tête. Elle semblait un peu tendue ces derniers temps. Peut-être que quelque chose la pesait. On entend des choses, bien sûr, mais rien qu'on ne répétera. La tarte reposait maintenant lourdement sur ses genoux. Miss Marple accepta une part sans y toucher, tandis que Madame Price Ridley bavardait à propos de sa tension artérielle et de ses factures de chauffage. L'esprit de Mademoiselle Marple revenait tranquillement aux mots inscrits sur le papier signé. Elle n'a jamais su. Miss Marple regarda la tarte s'affaisser sous son propre poids, tandis que Madame Price Ridley, ayant épuisé son arsenal spéculatif, s'excusait poliment et partait avec l'air d'une femme qui se croyait manipulée. Le soleil commençait à décliner, allongeant les ombres sur le tapis du salon. Quelque part au-delà de la haie privée, un chien aboya une fois de plus, d'un ton aigu et mécontent. La maison était à nouveau silencieuse, mais dans l'esprit de Miss Marple, la scène du cottage Darracott restait parfaitement orchestrée. Les gants, la tasse, le nom murmuré à personne, et la jeune fille avait été trop posée, trop préparée. Pas froide, précisément, mais préparée. Comme quelqu'un qui attendait une fin et n'était pas sûr que celle-ci soit arrivée. Elle se leva, époussetant les miettes invisibles de sa jupe, et se dirigea vers le presbytère. Le révérend Woolston était dans le bureau, les stores à moitié tirés, un verre d'eau d'orge suintant sur un sous-verre en forme de nénuphar. Ses yeux, lorsqu'il leva les yeux, affichèrent ce regard pincé, fruit de sa tentative de concilier devoir chrétien et appréhension civique. C'était une paroissienne fidèle, dit-il d'un ton lourd, après que Miss Marple se fut installée sur la chaise d'en face. C'est difficile, certes, bien ancrée dans ses idées. Mais elle donnait généreusement au fond pour le toit. Elle ne manquait jamais les vêpres, et toujours au premier rang. Miss Marple sourit doucement. C'est un siège qu'il faut apprendre à prendre. Rares sont ceux qui le choisissent sans raison. Il cligna des yeux, incertain d'avoir été corrigé. « Il y a eu une visite la semaine dernière, » ajouta-t-il en baissant instinctivement la voix. Il est venu la voir. Un homme d'une des sociétés qu'elle soutenait, missionnaire quelque chose ou autre, un type bizarre, pâle comme du papier, avec une toux de cheminée. Je le trouvais intense. Miss Marple hocha lentement la tête. Se sont-ils rencontrés ici? Le vicaire réfléchit. Non, à son cottage, je crois. Mais je les ai revus après. Ils passent devant le portail du cimetière en marmonnant des choses sur l'ingratitude et les sacrifices non reconnus. C'est la phrase qui est restée. Et elle ne parlait pas, elle se tenait juste derrière lui, le regardant partir. Son visage était indéchiffrable. Pourtant, elle tenait une enveloppe de collecte à la main. Ce détail a donné à réfléchir à Miss Marple. Vous souviendrez-vous de son nom? J'ai bien peur que non. Un truc avec un R. Redmayne? Radcliffe? Non, pas Radcliffe. Trop. Ciré. Cet homme n'avait pas de cirage. Ses chaussures étaient affreuses. Miss Marple prit note et le remercia. Le révérend lui proposa de la raccompagner, mais elle déclina. Dehors,
L'après-midi se diluait dans un crépuscule calme. Le chemin qui ramenait à High Street passait par la bibliothèque, désormais fermée, et par le coin où se trouvait la modiste avant que sa nièce ne transforme la boutique en salon de beauté avec des lettres italiennes sur les vitrines. Miss Marple marchait lentement, laissant les couches de ses pensées se déposer comme la poussière qui suit le vélo du facteur. Elle ne rentre pas chez elle. Au lieu de cela, elle tourna à droite à la pharmacie et suivit le chemin bordé de haies qui menait au cottage sur la colline. La maison des Darracott était plongée dans l'obscurité, maintenant délimitée par une simple boucle de tissu bleu qui claquait légèrement dans le silence. Mais ce n'était pas la maison qu'elle recherchait. Au bout de la ruelle, elle s'arrêta devant une structure plus récente, un curieux bâtiment en briques rouges et de mauvais goût, avec un panneau indiquant bibliothèque de prêt et bureau de correspondance missionnaire de St. Dunstan. Il avait ouvert 18 mois auparavant, après avoir été longuement discuté et peu compris. Dirigé, disait-on, par des travailleurs de terrain retraités de colonies lointaines, reconvertis en missionnaires de papier. La porte était ouverte. À l'intérieur, un homme était assis, voûté, à un bureau jonché d'enveloppes et de formulaires de dons. Son teint était jaunâtre, ses cheveux clairsemés aux tempes. Il portait un col clérical, mais sa veste n'était pas tout à fait assortie. « Mademoiselle Marple, dit-il après un silence trop long pour être naturel, nous bénéficions de votre soutien depuis des années. Quoique modestement, si je puis dire. Elle a ignoré la pique. On m'a dit qu'un de vos représentants avait récemment rendu visite à Madame Darracott. Un homme de conviction. » Sa bouche se contracta. Ce devait être M. Runciman, zélé, adepte du Lévitique. Pas idéal avec les personnes âgées. Ils croient parfois que leurs âmes peuvent encore être rachetées, même si leurs chèques sont privilégiés. Miss Marple regarda autour d'elle. Les murs étaient ornés de cartes et de tableaux dessinés à la main sur les efforts missionnaires dans des provinces inconnues. Un certificat encadré, délivré par un évêque inconnu, était accroché, légèrement de travers, derrière le bureau. « M. Runciman était contrarié, dit-elle doucement, après sa visite. L'homme n'a rien dit. Madame Darracott n'était pas une femme facile à émouvoir. Mais parfois, ce n'est pas la persuasion qui perturbe, mais la reconnaissance. » À ces mots, l'homme cligna des yeux. « Pardon ?» Miss Marple lui offrit son sourire, celui qu'elle réservait aux gens qui croyaient trop à leur propre version des événements. « Merci, dit-elle, doucement. Tu as été plus utile que tu ne le penses. » Elle sortit dans la lumière déclinante, ses pas silencieux sur le gravier. Quelque part dans les replis de sa mémoire, le nom de Runciman vacillait. Non pas comme missionnaire, mais comme une autre chose, murmurée un jour lors d'un thé au Wisconsin, autour d'un gâteau sec et d'un scandale non exprimé. Derrière elle, une porte se referma brusquement. Devant elle, la place du village baignait dans un silence tacheté, le calme n'étant pas tout à fait paisible. Miss Marple marchait lentement sur la pelouse, ses chaussures effleurant le bord pavé du sentier, le monde autour d'elle si immobile qu'il semblait retenir son souffle. La corde à sauter oubliée d'un enfant gisait enroulée comme un point d'interrogation sous le portail du cimetière, et des jardins ouvriers lointains parvenait le léger bruit métallique d'une bêche dans la terre peu profonde. Des vies respectables, occupées par des préoccupations respectables. Mais Miss Marple avait appris depuis longtemps que c'était précisément dans un tel silence que l'écho de la transgression se propageait le mieux. Pas bruyamment, jamais bruyamment, mais avec le murmure faible et persistant d'un tiroir fermé trop tôt. Elle prit le chemin le plus long pour rentrer chez elle, faisant un détour par Croft Lane, où les haies étaient devenues trop hautes et les rumeurs encore plus fortes. À mi-chemin se dressait une maison touchée par les intempéries, avec des rideaux de dentelle légèrement de travers, la maison de Madame Simblett. Aucune invitation n'avait été lancée, mais Miss Marple savait pertinemment que la veuve Simblett était aussi perméable aux événements du village qu'un gâteau éponge à un filet de citron. Sa position était unique, suffisamment distante pour être impartiale, assez curieuse pour être informée, et elle s'était retirée de son poste de trésorière de l'église avec un juste équilibre entre amertume et accès restreint aux enveloppes. La porte s'ouvrit avant que Miss Marple n'ait frappé. « Eh bien, dit Madame Simblett avec un plaisir à peine dissimulé, je me demandais combien de temps cela prendrait. » Le salon sentait légèrement la menthe et les lys fanés. Un plaid écossais avait été soigneusement disposé sur les accoudoirs d'un fauteuil qui n'était visiblement pas fait pour s'asseoir. Le thé était déjà prêt. « Elle m'a dit un jour, commença la vieille femme en me tendant une tasse en porcelaine ornée de jacinthe, des bois peintes près du rebord, qu'elle ne faisait pas confiance aux ecclésiastiques qui citèrent les Écritures
plus qu'ils ne citaient leur propre mère. Pensez-y comme vous voulez. Miss Marple inclina la tête. Et pourtant, elle recevait M. Runciman ? Une fois, confirma Madame Simblay, et plus jamais. Elle dit qu'il s'était trop culpabilisé et n'avait pas assez de raison, et il lui avait fait signer un renouvellement, prétendait-il. Mais sa main tremblait après, et elle n'avait pas bonne mine. Elle t'en a parlé ? La veuve renifla. Elle n'en avait pas besoin. Je l'ai vu. Le papier était fin, l'encre séchait encore. Il est parti de mauvaise humeur, et elle a brûlé l'enveloppe dans l'arrière-cuisine. J'ai vu la fumée d'ici. Miss Marple remuait lentement son thé. Et son locataire. La pose était faible mais délibérée. Une fille discrète. Elle est discrète. Elle paie en espèces, toujours à l'heure. Mais elle reçoit du courrier à des heures indues, à mon avis. Une fois, je l'ai vue prendre quelque chose sur les marches du presbytère. Le révérend ne l'avait pas remarqué. Mais elle, si. Et le nom de M. d'Arracotte ? Ajouta doucement à Mademoiselle Marple. Madame semblait se raidir légèrement. Elle avait posé la question une fois, des mois plus tôt. Elle avait dit avoir trouvé une vieille Bible avec ses initiales sur la page de garde. Elle avait demandé si l'Église tenait des registres. Mais elle n'avait pas l'air de se soucier des Écritures. On aurait dit qu'elle cachait un nom sur une liste. Ils burent en silence un instant. Dehors, un oiseau traversa la fenêtre et disparut dans la haie avec la rapidité des secrets fuyant la lumière du jour. Madame Simblay s'est penchée. Ils disent que le testament a disparu. Les sourcils de Miss Marple se soulevèrent légèrement. Oh oui, elle a été faite l'année dernière en présence de la postière et du vieux monsieur Sanderson. Mais maintenant, personne ne la retrouve. Ce qui, j'ajouterai, signifie que la maison et ce qu'elle contient vont, si je me souviens bien, à son cousin germain du Yorkshire, un homme qu'elle détestait. Curieuse, murmura Miss Marple. Surtout, ajouta la femme d'un ton significatif, puisque mademoiselle Langley s'était vue promettre le cottage en remerciement de sa compagnie. Je le sais, car elle l'a dit à la nièce de madame Price Ridley lors du stand de confitures à Harvest. Un autre silence, puis peut-être se trompait-elle. Madame Simblay lui lança un regard qui lui fit comprendre à quel point elle trouvait cette suggestion improbable. Quand Miss Marple se leva enfin pour partir, la lumière extérieure s'était adoucie et n'avait plus qu'une lueur ambrée. Les ombres ne s'étendaient plus. Elle remercia son hôtesse, déclina l'offre de scones enveloppés dans du papier sulfurisé et s'engagea de nouveau dans la ruelle qui se rétrécissait. En passant devant la haie au coin, elle remarqua quelque chose d'étrange, 2 traces de bottes profondément enfoncées dans la terre, près du portail latéral de la propriété des d'Arracotte. Ni le pas vif des semelles réglementaires de Elphick, ni la légèreté des escarpins de la jeune fille. Plus lourde, penchée. Le genre de bottes portées par les hommes qui restent trop longtemps debout ou qui font les 100 pas. Elle se pencha légèrement, ajusta l'angle de son sac à main et remarqua un bouton dans l'herbe à proximité. Uni, noir et raflé, comme quelque chose qu'un homme d'ambition modeste et de fureur non examinée pourrait porter, tout en citant des écritures qui ne lui appartiennent pas. Miss Marple se redressa lentement, enfonçant le bouton dans sa main gantée sans cérémonie. La porte latérale était verrouillée, mais pas verrouillée. Un détail notable seulement parce que la veuve avait toujours insisté, publiquement, pour qu'elle soit fermée aux lapins, aux vagabonds et aux personnes peu scrupuleuses. Le loquet avait été huilé récemment, et il se souleva sans bruit. Le jardin, plus loin, était modeste mais bien entretenu, d'une manière qui témoignait plus d'habitude que de plaisir. Un parterre de poireaux surélevés se dressait à côté de ce qui avait été un rosier, mais qui ressemblait maintenant à un squelette s'élevant d'un sol craquelé. Le long de la clôture courait une étroite bordure d'orties devenue trop haute, masquant le fond de l'abri et une partie du tas de compost. Miss Marple s'arrêta près de l'établi. Une truelle, essuyée mais non nettoyée, reposait à côté d'une soucoupe fêlée. L'odeur de terre, trop mûre et légèrement métallique, persistait comme une arrière-pensée. Ce n'était pas le jardin d'une femme se préparant pour le printemps. C'était un jardin figé, comme en attente d'un souvenir ou d'un oubli. Elle se dirigea vers le tas de compost, d'une démarche aussi douce que le soir, sans vent, et suivit du regard les feuilles éparpillées. Un coin de tissu, vert terne et humide, dépassait de la couche supérieure. Elle le poussa du bout de sa chaussure, révélant le bord d'un cartable. C'était le genre de sac fourni par les banques pour transporter des documents, avec une toile rigide aux boucles ternies et une odeur de moisi. Elle n'y toucha plus. Elle nota plutôt son emplacement, précisément sous l'avant-toit du hangar, là où la pluie ne tomberait pas mais où le sol resterait meuble. Ses pas derrière elle sont hésitants,
pas furtif. Elle ne se retourna pas. Ce n'est pas du vol si cela a été promis. La voix était celle d'Iris Langley, sobre, ni provocatrice ni honteuse. Miss Marple se retourna lentement. La jeune fille se tenait dans l'embrasure du portail ouvert, son manteau déboutonné, l'écharpe nouée autour du cou. Elle n'avait pas couru. Elle n'était pas essoufflée. « J'imagine, » dit doucement Miss Marple, « que cela dépend plutôt de la nature de la promesse. » La mâchoire de la fillette bougea légèrement. Elle dit qu'elle modifierait son testament, qu'elle voulait. Je ne lui ai jamais rien demandé, pas une seule fois. Mais elle dit que ça la rassurait de savoir que quelqu'un prenait soin de la maison, des choses, qu'on lui laisserait quelqu'un de respectable. Un silence. Puis, plus doucement, elle n'avait pas grand-chose, mais ce qu'elle comptait pour elle. Miss Marple hocha la tête. « Tu as enterré le testament ?»« Je l'ai caché, » corrigea la fille, le regard fixe. Après son éjaculation. Miss Marple ne dit rien. « Tu connais déjà Runciman, n'est-ce pas ? Il n'était pas ce qu'il prétendait. Il n'appartenait pas vraiment à une société. Il rendait visite à mon père. Il y a des années avant la chute. Il parlait de péché, de châtiment et de qui méritait quoi. Je crois qu'il effrayait les gens pour qu'ils signent des choses. Il disait que c'était pour leurs âmes, et puis il s'enfuit avec ce qu'il pouvait. » Le regard de Miss Marple s'adoucit, même si elle ne détourna pas le regard. « Je ne savais pas qu'il l'avait trouvé, » continua Iris, « jusqu'à ce que je rentre et que je voie les accessoires pour le thé. Elle ne sortait jamais 2 tasses, sauf si c'était convenable, et elle était secouée. Elle ne voulait pas dire pourquoi. Mais j'ai vu l'enveloppe, elle l'a brûlée. » Miss Marple laissa le silence faire son œuvre. La jeune fille, encore assez jeune pour vouloir être disculpée, le remplit. Elle a dit qu'il avait évoqué Geoffrey, qu'il prétendait l'avoir connu. Mais Geoffrey est mort en France. J'ai vu les archives. C'était un mensonge. Il a utilisé ce nom pour la perturber. « Et vous ?» demanda doucement Miss Marple. « Vous a-t-il perturbé ?»« Non, dit-elle. Puis, plus lentement, pas de la même façon. Je me souvenais de lui. Il venait souvent dans le Gloucestershire. Il sentait toujours le clou de girofle et l'humidité. Il attendait que mon père ait bu, puis il parlait de ses dettes de conscience. Il se rendait indispensable en faisant honte aux gens. » Miss Marple hocha légèrement la tête. Et la honte, entre de mauvaises mains, peut devenir une arme. La jeune fille détourna le regard vers la haie où les ombres s'épaississent. Elle dit qu'elle l'avait percé à jour, qu'elle voulait le dénoncer. Mais elle ne le fait pas. Le lendemain, elle était différente. Miss Marple croisa légèrement les mains. Est-il revenu ? Je crois. Je ne peux pas le prouver. Mais le hangar était ouvert le lendemain matin, et elle n'y est jamais entrée seule. Et puis elle a disparu. Aucun des deux n'a parlé. Miss Marple fait un geste doux vers le cartable. « Tu ne l'as pas brûlé ?»« Non, dit Iris. Je ne pouvais pas. Ce n'était pas à moi. Mais je ne voulais pas qu'il le trouve. » L'air du soir se rafraîchit légèrement. Un oiseau lança un cri aigu et lointain. « Mademoiselle Marple, demanda soudain la jeune fille, pensez-vous que j'ai fait quelque chose de mal ?» La question, calme et dénuée de toute sensibilité, persista entre eux. Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle regarda la sacoche, à moitié cachée sous les feuilles, puis la jeune fille, qui ne semblait ni honteuse ni innocentée. Derrière eux, une charnière de l'abri de jardin grinçait faiblement, pas à cause du vent. Miss Marple tourna lentement la tête vers le hangar. Le grincement de la charnière avait été léger, mais je n'imaginais pas un bruit qui n'appartienne pas à l'air libre ou à l'heure. Iris Langley se raidit à côté d'elle, les épaules crispées comme des cordes. Aucune voix ne suivait, aucun bruit de pas. Miss Marple fit un pas vers la structure basse en bois, au toit rapiécé de papier goudronné, le lierre grimpant sur un côté comme pour dissimuler une gêne. Elle ne cria pas, elle attendit simplement. Un instant plus tard, la porte grinça à nouveau, poussée vers l'intérieur. Il émergea à moitié dans l'ombre, non pas précipitamment, mais avec la lenteur insolente d'un homme qui croit n'avoir pas été surpris, seulement vu. M. Runciman, ou l'homme qui se faisait appeler, était plus pâle que dans les souvenirs de Miss Marple, le visage plus maigre, comme si ses traits avaient été distendus par le manque de sommeil, ou s'ils étaient trop crispés. Ses manchettes étaient humides, tachées de terre, et une brindille s'accrochait au bas de son manteau. Une trace ténue, indubitable, de quelque chose de floral, non pas une jaune Cologne, mais le spectre de la lavande séchée, s'accrochait à ses vêtements, incongru et vaguement sinistre. Il sourit, ou tente de le faire. « Je priais, » dit-il doucement, dans le silence de son jardin, pour son âme. Miss Marple lui lança un regard si doux qu'il en était presque affectueux.
Quelle attention! Iris resta immobile, les lèvres entr'ouvertes d'incrédulité. Le regard de Runciman se porta sur la sacoche, à moitié découverte sous le compost. « Ah, elle l'avait donc gardée. Elle l'a fait, dit Miss Marple. Et maintenant, la question est de savoir pourquoi quelqu'un a cru qu'il fallait le cacher. » Il s'approcha, le sourire aux lèvres. « J'avais espéré, dit-il d'une voix douce, épargner au village un scandale inutile. » Elle faisait des dons inconsidérés, souvent sous le coup de sa propre culpabilité. La société peut pardonner les erreurs avec grâce, mais il faut tenir des comptes. Miss Marple cligna des yeux. Le pardon implique rarement une offense. Sa bouche se contracta. Nous sommes tous des transgresseurs aux yeux du Seigneur. Cela, répondit-elle doucement, est le genre de choses que seules les personnes retrouvées derrière les hangars d'autres personnes disent. Il fait un autre pas, mais pas vers elle, vers la fille. Elle t'a trompé, dit-il, soudain inflexible. Tu ne connais pas son passé. Je le sais, dit Miss Marple, la voix toujours aussi calme qu'un étang. Et surtout, je connais la vôtre. Son visage vacillait. Je me souviens de vous, poursuivit-elle, de l'affaire de Cheltenham. Une certaine Miss Worsley était venue séjourner chez sa tante, la pauvre femme était restée sans ressources, persuadée que ses péchés pourraient être expiés en cédant ses économies. Vous prétendez avoir un lien de parenté spirituelle avec la famille. C'était faux. Sa mâchoire se serre, mais il ne dit rien. « Elle est décédée, ajouta Miss Marple, moins d'une semaine après vous avoir remis les chèques. Une insuffisance cardiaque, certes, mais son médecin a dit que son pouls n'avait jamais ralenti depuis votre départ. » Runciman ne retint pas son souffle de culpabilité, mais de calcul. Un homme répétait ses sorties. Il jeta un nouveau coup d'œil à Iris, puis vers l'étroit portail latéral. « Tu n'as rien, dit-il d'un ton neutre. Pas de témoins, pas de preuves. Une femme seule avec un locataire instable et un passé douloureux. Tu n'as que des rumeurs et des soupçons. » Miss Marple pencha la tête. Et un bouton. Ses yeux baissèrent involontairement. Un instant, puis il se retourna. « Excusez-moi, dit-il en passant devant la jeune fille. Je n'ai aucune intention de me laisser entraîner dans un mélodrame rural. Si la police souhaite me parler, elle peut écrire à mon adresse. Vous l'avez sans doute. » Elle le regarda partir, sans courir, mais assez vite pour être mémorable. Le portail claqua derrière lui. Un moineau jaillit de la haie, comme offensé. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Iris a respiré. « Je ne pensais pas qu'il reviendrait, » murmura-t-elle. « Je pensais qu'il était parti pour de bon. » « C'est rare, dit Miss Marple, surtout quand quelque chose est inachevé. » La fille baissa les yeux vers le cartable. « On l'ouvre ? » ?»« Pas nous, dit doucement Miss Marple. « Le gendarme reviendra bientôt. Il vaut mieux faire les choses avec soin. » Un silence, puis, légèrement. « Pourtant, c'est une chose curieuse. On cache souvent quelque chose pour éviter qu'on le trouve. Mais parfois, on le cache dans l'espoir que quelqu'un le découvre. » Iris ne dit rien. Ils retournèrent ensemble à la maison, entrant par le chemin latéral juste au moment où la fin du crépuscule colorait les toits en bronze. À l'intérieur, une lumière était restée allumée dans le salon, une petite lampe ancienne avec un abat-jour en verre de pêche qui adoucissait tout ce qu'elle touchait. Miss Marple s'arrêta près du buffet. Une photo encadrée trônait là où elle se trouvait toujours, Geoffrey d'Aracotte, en uniforme, sans sourire, l'éternel trentenaire. Mais derrière le cadre se trouvait un morceau de papier plié, ni vieillir, ni jauni, nouveau. Elle le déplia lentement, révélant 4 mots écrits dans une main tremblante. « Il n'a jamais été à moi. » Miss Marple ne remit pas le mot derrière la photo. Elle le plia soigneusement et le glissa dans son sac à main, la lumière pêchant de la lampe projetant encore un léger halo sur l'image du jeune homme en uniforme. Geoffrey d'Aracotte avait la mâchoire d'un héros anglais et le regard de quelqu'un qui se tient à jamais hors de portée de la compréhension. De son vivant, il était mort jeune. De mémoire, il n'avait jamais vieilli. Iris s'attardait près du foyer, les bras croisés, le regard errant non pas vers la photographie, mais vers le tapis en dessous. Elle lui parlait parfois, dit-elle, pas comme une veuve cependant, pas tendre, plutôt comme quelqu'un qui tenait une cour, avec un fantôme qui refusait d'obéir. Miss Marple n'a pas interrompu. Elle a dit une seule fois que si les hommes meurent trop jeunes, les gens ne se souviennent que de ce qu'ils voulaient. Et c'était une forme de lâcheté. C'était une déclaration curieusement amère de la part de la veuve, et Miss Marple la rangea discrètement à côté du mot. 4 mots, écrits sans explication, mais chargés d'années de silence. Il n'a jamais été à moi, une déclaration peut-être, ou un abandon. Je crois, ajouta Iris, presque pour elle-même, qu'elle croyait qu'il lui avait été enlevé 2 fois. Miss Marple se tourna doucement vers elle. Comment cela ?
La jeune fille haussa lentement les épaules. Une fois à cause de la guerre, une fois à cause d'autre chose. Dehors, des pas se rapprochèrent, sans précipitation mais familiers. L'agent elfique tapota le cadre du revers de la main et entra sans attendre. Son visage était rouge, probablement à cause de sa marche déterminée en montée, et son col s'était flétri sous son manteau. « Nous l'avons trouvé, dit-il simplement, Runciman, ou plutôt Monsieur Randall Cook, de son vrai nom. Il était pensionnaire à Basingstoke sous le nom de Preston. Les archives montrent qu'il a déjà été interrogé. Escroquerie, influence abusive, toujours des femmes âgées, toujours des prétextes spirituels. » Miss Marple hocha la tête, sans surprise. « Il n'a pas résisté, » a poursuivi Elphick. « Il a dit qu'il était venu uniquement pour régler un malentendu. Il a affirmé que la veuve lui avait promis une donation, qu'elle s'était rétractée. Il a insisté sur le fait qu'il était parti par déception, et non par colère. « Est-ce qu'il a mentionné le testament ?» demanda-t-elle. « Non, mais il a demandé si le document avait été retrouvé. Il n'a pas précisé lequel. Cela a considérablement réduit les choses. Runciman ou Cook n'était pas revenu pour obtenir des aveux. Il était venu pour une transaction, quelque chose de concret. » Elphick baissa la voix. On ouvre officiellement la sacoche. L'inspecteur Nash prend la relève. Il sera là ce soir. Miss Marple sourit faiblement. Ce sera très complet, j'en suis sûr. L'agent hésita. Mademoiselle Marple, si je puis me permettre, croyez-vous qu'il l'a fait? Elle prend une inspiration, réfléchit à ses paroles. Je crois qu'il l'a effrayée, délibérément. Et je crois qu'il espérait tirer profit de sa mort, d'une manière ou d'une autre. Mais s'il a porté le coup, cela reste à voir. Elphick hocha la tête, reconnaissant pour quelque chose qui ressemblait à de la clarté, et partit aussi silencieusement qu'il était venu. Iris retourna près du foyer, mais son regard se porta sur la cheminée. Quelque chose avait changé dans son expression, un rétrécissement, une lente prise de conscience. Elle ne l'appelait jamais Geoffrey, dit-elle en fronçant les sourcils. Pas à voix haute. Elle disait toujours à mon mari ou à M. d'Aracott, même quand il n'y avait personne d'autre. Miss Marple ne dit rien. Je m'en souvenais seulement, continua Iris, parce que lorsqu'elle était bouleversée, elle serrait ses gants et disait qu'il n'était pas comme ça, pas lui. Mais c'était la seule fois où elle semblait faire référence à lui comme à quelqu'un de spécifique. Le feu s'était éteint depuis longtemps, ne laissant derrière lui qu'une faible lueur de poussière de charbon et de cendres. La pièce était devenue plus fraîche, et Miss Marple se dirigea vers la fenêtre. Le jardin était encore visible au clair de lune, la haie n'étant plus qu'une simple ligne noire. Elle disait toujours qu'il était mort à la guerre, murmura Iris. Mais il n'était jamais question de tombe. Pas de lettre sur la cheminée. Juste une photo. Une seule photo. Miss Marple se détourna de la fenêtre. « À St. Mary Mead, dit-elle doucement, les gens protègent leur dignité plus farouchement que leur vérité. Ce n'est pas toujours une tromperie. Parfois, c'est une question d'autoprotection. Une femme seule au foyer doit se l'approprier sans réserve. » Iris baissa les yeux sur ses mains. « Je crois qu'il l'a quittée, dit-elle soudain, avant la guerre, ou peut-être pendant. Je crois qu'il lui avait écrit un jour pour dire qu'il ne reviendrait pas, et elle avait décidé qu'il ne reviendrait jamais, que la mort était plus douce que la désertion. » Miss Marple inclina la tête, non pas en signe d'accord, mais en signe de reconnaissance. « Et le nom, ajouta Iris, la dernière pièce s'emboîtant avec un léger clic. C'est pourquoi cela l'avait surprise. Parce que Runciman l'avait utilisé. Un nom que personne n'avait prononcé depuis des années. Un nom qu'elle avait enterré. Cela expliquait le calme brisé, les murmures dans la nuit, le besoin soudain de réécrire sa fin. Miss Marple s'approcha de nouveau de la photographie. Elle examina le visage en uniforme, beau, certes, mais anonyme aussi. Un soldat parmi tant d'autres. Dans le silence, le bruit d'un tiroir qui s'ouvrait résonna au fond du couloir. Pas la police, pas l'agent de police. Miss Marple se retourna, sa main tendue vers son sac à main. Miss Marple traversa le salon d'un pas décidé, la main serrée sur le fermoir de son sac à main, avec la familiarité d'une longue pratique. Le bruit ne provenait pas de l'avant de la maison, par où l'agent était sorti, mais de l'étroit couloir qui menait à la chambre du fond, celle que la veuve utilisait autrefois pour coudre et qu'elle déverrouillait rarement après la tombée de la nuit. Iris se figea près du manteau, tendant l'oreille. Ses yeux s'étaient écarquillés, non pas de peur, mais de reconnaissance. « La salle de couture », murmura-t-elle. Elle avait recommencé à la verrouiller il y a 2 semaines. Elle disait qu'il y avait des papiers qu'elle ne voulait pas déranger, mais elle n'avait pas cousu depuis des mois. Miss Marple ne répondit pas.
Elle franchit l'arche d'un pas léger et s'engagea dans le couloir, dont la moquette avait été usée en son centre par une centaine de passages prudents. La porte au fond était entr'ouverte, la lumière de la lampe se répandant faiblement sur le sol. Elle la poussa délicatement du bout des doigts. À l'intérieur, la pièce était silencieuse, comme si elle n'avait pas été utilisée. Une machine Singer reposait sous un drap et un fauteuil était posé près de la fenêtre, dont le coussin était bosselé mais poussiéreux. C'était le meuble à tiroir qui avait été dérangé, un ensemble haut et étroit de casiers à boutons de bois, dont le tiroir du haut était maintenant ouvert. Les yeux de Miss Marple parcoururent la pièce avant de se poser sur la silhouette à côté du meuble, Madame Finch. La gardienne des fleurs de l'église, gardienne officieuse de chaque nappe d'autel et de chaque service de thé de St. Mary Mead, se retourna, surprise mais s'efforçant de ne pas le montrer. Sa main gantée s'était arrêtée à mi-hauteur sur une liasse d'enveloppes. Elle portait son manteau du dimanche, celui au bouton manquant, et son chapeau était légèrement de travers, comme enfilé à la hâte. « Je ne t'ai pas entendu, dit-elle en lissant le revers de sa veste. « Je suis venue te présenter mes respects. » L'expression de Miss Marple ne changea pas. « La porte arrière était verrouillée, dit-elle calmement. Madame Finch rougit. J'ai utilisé la clé qu'elle m'a donnée pour arroser les fougères. Elle détestait les laisser sèches. Ce n'est pas comme si elle s'arrêta. Le silence entre eux semblait aussi fragile que le dé à coudre en porcelaine sur le rebord de la fenêtre. « Je me demandais, dit Miss Marple à voix basse, si vous cherchiez autre chose, quelque chose que vous craigniez que quelqu'un d'autre trouve avant vous. » La bouche de Madame Finch trembla légèrement. Puis elle se redressa, affichant la droiture farouche d'une femme qui avait équilibré le fond de fleurs pendant 3 décennies, sans qu'un seul sou ne manque. Elle n'était plus elle-même, dit-elle. Ces dernières semaines sont chaotiques, oubliables. Elle m'a dit vouloir réviser ses devoirs, mais je ne crois pas qu'elle l'ait jamais fait. Elle laissait les choses en désordre. Elle était fière. J'ai pensé que c'était mieux, avant que d'autres ne fouillent. Miss Marple fit un signe de tête vers les enveloppes. « Et qu'avez-vous trouvé ?» Madame Finch hésita. « Des lettres, d'avant, des affaires personnelles. Elle en a brûlé. Je sais qu'elle l'a fait. Elle m'a dit que le passé était meilleur en cendres. Et pourtant, certaines choses demeurent, dit Miss Marple, son regard tombant sur une photographie à moitié glissée sous un apron déchiré. Pas Geoffrey, un homme âgé, sans particularité, sans uniforme, pas de sourire. Madame Finch suivit son regard. C'était Ernest Holt. Elle était pensionnaire chez lui avant le mariage, à Londres, juste pour 6 mois. Miss Marple haussa un sourcil. Elle n'en a jamais parlé, ajouta la femme, mais elle avait un jour évoqué une erreur, quelque chose qu'elle avait dû réparer, et qui l'avait rendue moins capable de se fier à son propre jugement. Miss Marple s'approcha du bureau et referma doucement le tiroir. « Et vous pensez que cette visite, ce retour soudain de M. Runciman, ou quel que soit son nom, a ravivé ce souvenir ?» Madame Finch hocha la tête. Elle est restée calme pendant des années, réservée, mais digne. Puis cet homme arriva, et elle commença à égarer ses clés. Elle observait depuis les rideaux. Elle lisait de vieilles lettres. Le poids de la réflexion pesait entre eux. Les secrets, dit doucement Madame Finch, ont tendance à se déplacer dans l'obscurité. Ce que l'on croit enfoui en toute sécurité devient instable. Miss Marple esquissa un léger sourire. Et parfois, il suffit d'une voix familière, d'un nom prononcé après des décennies, pour tout remettre en question. Madame Finch la regarda, un air réservé et suppliant dans ses yeux. Je ne voulais pas de scandale. Je ne voulais pas qu'on se souvienne d'elle. Elle ne le sera pas, dit Miss Marple. Peut-être même plus honnêtement. Ils quittent la pièce ensemble, la lumière éteinte derrière eux. De retour au salon, Iris avait ramassé une petite enveloppe près du foyer. Elle était tombée derrière une pile de livres de cantiques, oubliés dans le brouhaha précédent. Son expression était indéchiffrable lorsqu'elle la tendit à Miss Marple. « C'est adressé à moi, dit-elle. » Miss Marple ouvre le rabat avec précaution. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, du genre que la veuve utilisait uniquement pour ses lettres privées. L'écriture était ferme, quoique datée. « S'il m'arrive quelque chose, ne fais pas confiance à l'homme qui parle le plus doucement. Il y a des hommes qui tuent par la douceur. Il y a aussi des femmes qui survivent par le silence. Aucune signature, juste le parfum de la lavande et une légère trace d'encre séchée. » Miss Marple garda la lettre un instant de plus que nécessaire, sa dernière ligne résonnant d'un défi discret. Ni peur, ni regret, mais une clarté presque clinique. La veuve avait reconnu le danger lorsqu'il s'était présenté à sa porte, non sous le couvert de la violence, mais de la courtoisie. Elle n'avait pas crié, elle avait écrit. Iris resta immobile, l'observant.
Il n'y avait aucune attente sur le visage de la jeune fille, seulement la vigilance hésitante et fragile de quelqu'un qui a longtemps vécu parmi les non-dits. « Elle a écrit pour toi, » dit doucement Miss Marple. « Non pas pour se disculper, mais pour t'armer. » Iris baissa les yeux vers ses mains. Elle n'avait jamais dit qu'elle me faisait confiance. Elle n'en avait pas besoin. L'horloge du couloir sonna d'un coup sec et métallique, plus fort que d'habitude. Quelques secondes plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. L'agent elfique entra, casquette à la main, le visage crispé par le sens des responsabilités. « Elle vous a demandé, dit-il à Miss Marple, en désignant d'un signe de tête le perron où se tenait maintenant une autre silhouette, l'inspecteur Nash, tout juste arrivé du quartier général de la division, l'homme à qui le village allait désormais s'en remettre. Nash entra avec une politesse irréprochable, son manteau déjà retiré et replié sur son bras. Il approchait la quarantaine, avait une silhouette soignée, un menton pointu et une allure calme et économique. Sa présence n'encombre pas la pièce, elle la libère. « Mademoiselle Marple, dit-il en guise de salutation, d'un ton neutre, j'ai cru comprendre que vous étiez très impliquée. Seulement en tant que voisine, répondit-elle, les mains jointes sereinement et à l'écoute. Il esquissa un léger sourire, le genre de sourire qui ne permet ni de confirmer ni de rejeter. J'ai examiné la déclaration préliminaire de l'agent elfique, poursuivit Nash en sortant un carnet de notes de sa poche. Il y a des lacunes. Moment, mobile, accès. Le défunt avait des ennemis, certes, mais aussi un passé d'embellissement émotionnel. Elle était précisée, dit Miss Marple, pas théâtrale. Si elle avait peur, c'était parce que quelque chose la justifiait. Nash haussa un sourcil. La sacoche est actuellement examinée. Si elle contient un testament, nous pourrions en savoir plus sur le mobile. Sinon, nous en revenons aux spéculations. Il se tourna vers Iris. « Et tu étais dans la maison la veille de sa mort ?»« Oui, dit-elle. Je l'ai entendu parler à quelqu'un. J'ai d'abord cru à un rêve. Mais ensuite, j'ai entendu le tisonnier retomber. Et puis plus rien. Vous n'avez pas enquêté ?» Elle secoua la tête. Elle m'avait prévenu de ne pas la déranger après 22 heures. Elle disait qu'elle faisait quelque chose d'important. Nash nota quelque chose, puis regarda Miss Marple. « Croyez-vous que M. Cook Runciman l'a tuée ?» Miss Marple réfléchit. « Je crois qu'il l'a effrayée au point de la préparer à la mort. Reste à savoir si elle est venue naturellement ou avec l'aide d'un assistant. » L'inspecteur fronça légèrement les sourcils. « Vous suggérez une sorte d'effondrement provoqué ?»« Je suggère, dit-elle doucement, que la violence morale peut faire plus de mal que la violence physique. Et certains le savent très bien. » Elfique, jusque-là silencieux, s'avança. « Monsieur, si vous me le permettez, quelque chose me tracasse. » Nash lui jeta un coup d'œil. « L'écoutille, » dit le gendarme. Elle était renversée, oui, mais les cendres autour ne se sont pas dispersées. Elle semblait bien placée, comme si toute la scène avait été orchestrée. Nash regarda Miss Marple. « Votre observation ?» Elle fit un léger signe de tête, le livre de cantiques sur ses genoux, le feu éteint, et la deuxième tasse est toujours fermée. L'expression de Nash changea. « Tu crois que quelqu'un est revenu après ?»« Ou restez, » dit Miss Marple. La pièce devint silencieuse. Elfique reprit la parole, plus prudemment cette fois. « Monsieur, nous avons trouvé autre chose, dans la haie, derrière le compost. Un gant, taille homme, usé jusqu'au bout des doigts. Il sentait légèrement l'huile de lampe. » Nash referma son carnet. « Était-ce enregistré ?»« Pas encore, » admit Elfique. « J'ai attendu. Mais Miss Marple pourrait vouloir le voir d'abord. » Nash fronça à nouveau les sourcils, mais il ne dit rien. Ils suivirent le gendarme dehors. Le vent s'était légèrement levé, frôlant les haies avec une insistance chuchotante. Le jardin était redevenu une scène, ses accessoires remis en place, ses ombres plus profondes. Près de la base du tas de compost, caché sous un enchevêtrement de lierre, se trouvait le gant. Miss Marple se pencha pour l'inspecteur. Le cuir était craquelé, presque cassant. Mais c'est la couture intérieure qui attira son attention effilochée non par l'usure, mais par quelque chose de plus tranchant. Un fil rouge s'accrochait au pouce. Elle s'élevait lentement. La question, dit-elle doucement, plus à elle-même qu'aux autres, n'est pas de savoir qui portait le gant. Elle laissa la pensée s'estomper. Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Le gant effiloché, mou dans la main de Elfique, semblait moins un objet maintenant qu'une trace de quelqu'un qui avait tenté de disparaître sans effacement. Le fil rouge accroché à son pouce était de la soie fine, non pas de la laine, mais du type de soie utilisé en broderie ecclésiastique, le type autrefois privilégié pour les nappes d'autel ou les surplis bordés de dentelle, qu'on ne voit plus en dehors des grandes fêtes. Derrière elle, l'inspecteur Nash attendait.
Son visage restait indéchiffrable, mais son immobilité avait changé. Non pas l'attention d'une poursuite, mais celle d'une attention. Cette pause que l'on observe lorsque l'instinct nous avertit qu'un événement délicat se prépare. « J'aimerais, dit enfin Miss Marple, parler seul à seul avec Iris. » Nash hocha la tête et recula avec le tact d'un homme qui avait appris que certaines vérités émergent qu'à voix basse et en cercle fermé. Elphick s'attarda, mais un regard de Miss Marple le propulsa vers l'inspecteur sans qu'il ait besoin de parler. La jeune fille se tenait près du banc du jardin, les doigts noués dans les poches de son manteau. Le clair de lune éclairait la courbe de sa mâchoire et la pâleur de ses yeux. Elle ne demande pas la signification du gant. Elle attendait, comme si elle se préparait à quelque chose qui n'était pas totalement inattendu. Miss Marple s'approcha d'elle doucement. « Il est resté, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. Après le thé, après avoir parlé de Geoffrey, il n'est pas parti. Iris ne répondit pas. Elle t'a raconté le lendemain matin qu'elle avait déjà vu quelqu'un qui l'effrayait d'une manière qu'elle ne voulait pas nommer, et tu reconnaissais déjà ce nom, te souvenant que ton père avait tout reconstitué. Pourtant, la fille ne dit rien. La voix de Miss Marple reste calme, presque bienveillante. Tu es allé au presbytère cet après-midi-là. Tu t'es renseigné sur les archives de la mission, puis tu es rentré et tu as attendu. Comme elle refusait de le dénoncer, tu n'as rien dit. Mais quand tu as entendu le tisonnier tomber, tu n'es pas allé la voir. Enfin, Iris prit la parole. Je ne pensais pas qu'elle avait changé d'avis. Peut-être qu'elle le confronte. Elle avait dit qu'elle le ferait, et je ne voulais pas l'en empêcher. Miss Marple hocha la tête. Mais quand la maison redevint silencieuse, quand le bruit disparut, « Je suis allée à la porte, » dit Iris d'une voix basse et cassante, et elle était verrouillée, de l'intérieur. La clé avait disparu. Une pause. J'ai regardé par la fenêtre. Elle était affalée dans le fauteuil. Le feu s'éteignait. J'ai cru qu'elle s'était endormie ou évanouie. Je ne voulais pas appeler la police, pas encore. Alors j'ai attendu. Et au matin, elle était immobile, toujours dans le fauteuil. Et tu es entrée ? Non, pas au début, mais plus tard. Quand j'ai su, j'ai rangé. J'ai remis le plateau à thé en ordre. J'ai placé le recueil de cantiques. Elle l'aurait voulu. Elle était toujours soucieuse de son apparence. Je pensais que si les gens la voyaient comme ça, ils ne poseraient pas de questions auxquelles elle ne voulait pas de réponse. Miss Marple toucha légèrement son poignet. Et le gant. Iris déglutit. C'était près de la porte. Ni à elle, ni à moi. Je ne savais pas à qui. Mais j'avais reconnu l'odeur de l'huile de lampe et quelque chose de sucré, comme du clou de girofle. Je me souvenais de ça, de chez nous, des années auparavant. Miss Marple hocha la tête. Il n'y a pas eu de lutte, ajouta rapidement Iris. Aucun signe de force. S'il lui avait fait du mal, ce n'était pas avec ses mains. C'était par peur. Il savait des choses. Il avait dit des choses que personne n'aurait pu savoir s'il ne l'avait observé plus longtemps que nous ne le savions. Ils se tenaient ensemble, deux silhouettes se découpant sur la haie basse, la maison de la veuve derrière eux immobile et essoufflée. La sacoche, dit doucement Miss Marple, contient l'Ancien Testament. Celui qui lègue tout à un cousin à qui elle n'avait pas parlé depuis 20 ans. Mais pas le nouveau. Il a disparu, probablement brûlé, ce qui signifie que, légalement, la maison ne vous revient pas. « Je sais, dit Iris fermement. « Tu aurais pu garder le gant, dit Miss Marple, ou le jeter. Mais tu ne l'as pas fait. Tu l'as laissé là où quelqu'un le trouverait. » Iris détourna le regard. « Je pense, poursuit Miss Marple, que vous ne vouliez pas qu'il passe inaperçu. Vous n'étiez pas certaine de ce qu'il avait fait, pas tout à fait, mais vous vouliez que quelqu'un vous le demande. » Enfin, la fille croisa son regard. Elle avait vécu si longtemps dans le silence. Je ne voulais pas qu'elle meure. Le jardin était toujours là. Même le vent s'était calmé, effleurant à peine les orties. Derrière eux, le gendarme réapparut avec des pas silencieux. L'inspecteur dit qu'on garde le gant. Et le fil, pour info. Miss Marple hocha la tête et ce fut fait. Le lendemain matin, le village retrouva son lent frémissement de respectabilité. L'épicier rouvrit tard, invoquant une indigestion. La femme du pasteur portait du gris au lieu du noir par délicatesse, et le premier banc de l'église Sainte-Mildred resta vide, drapé d'un modeste bouquet d'œillets blancs que personne n'avait réclamé. Madame Price Ridley, autour d'une tasse de thé, suggéra bruyamment que le cousin de la veuve vendrait la maison et la louerait à quelqu'un de terriblement inadapté. Madame Saint-Blais, avec son calme habituel, répondit que le temps en dit plus que les gens. À sa fenêtre, Miss Marple arrose les violettes africaines
et s'assit près du rideau de dentelle. Le village, elle le savait, oublierait bientôt la peur. Mais il se souviendrait des fleurs, et de la jeune fille qui se tenait seule sur le premier banc le dimanche suivant, sans pleurer, simplement debout, silencieuse, jusqu'à la fin du dernier cantique.